Téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Cette semaine, on s'intéresse au coq d'Oda et aujourd'hui, on a approché justement un jeune styliste également qui travaille avec le coq d'Oda et qui va notamment nous parler de son métier. Ça sera tout à l'heure pour le témoignage de À la découverte 2. Après ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée ce jour par Alphonse Ouidrago. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de l'héritage de Maître Frédéric Titenga Passéré au Burkinabé, aux jeunes tout simplement, avec une personne qui est très passionnée aussi des questions de culture, qui a d'ailleurs un musée. Il s'agit de Monsieur Tirago Denis Sam, qui est lui-même promoteur culturel. Il sera là pour nous donner sa lecture de ce que Maître Frédéric Titenga Passéré a laissé au Burkinabé comme héritage. Merci bien de votre fidélité. Et puis plus tard, on recevra la BCLCC et on parlera aujourd'hui de l'arnaque liée à CUNET. On en parlera. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. On part tout de suite et maintenant pour À la découverte 2. Cette semaine, on vous parle de ce pain tissé made in Burkina. Donc ce pain cocodona, du moins, ce n'est pas le pain tissé, le pain cocodona made in Burkina. C'est un pain d'origine bourgolaise, il faut le rappeler. Aujourd'hui, le cocodona est labellisé, le cocodona est porté avec fierté, le cocodona fait objet de travail pour les stylistes. Et nous nous sommes approchés d'un jeune styliste également qui valorise le cocodona à travers notamment ses créations. Il s'agit de Adams Couture. Nous l'avons interrogé il y a quelques temps et on vous propose de l'écouter. Moi, c'est Adama Nikema, et jeune créateur styliste. On fait la couture et on travaille beaucoup sur les pains de chez nous, en fait, du cocodona et du faso d'Anfani. J'ai commencé à exercer ce métier depuis, ça vaut maintenant 5 ans. Vu que d'abord, le commencement, c'est le pain de chez nous, donc il faut valoriser le pain de chez nous comme il le faut au-delà de nos frontières. Et là, on est... Le marché, ça va tout doucement, mais ça va. Le marché, ça va, on ne se plaint pas. À la grâce de Dieu, ça va. On arrive à écouler le cocodona facilement. Mais d'abord, vu que si c'est bien fait seulement, en fait, les gens s'y intéressent et puis voilà, on arrive à écouler facilement. Le problème, c'est qu'actuellement, comme on fait beaucoup de prêt-à-porter, et j'ai mon atelier où il y a une équipe là-bas qui s'occupe de la confection, puisque moi-même je m'occupe de la confection. Et on a une équipe encore en plus qui s'occupe de la vente encore sur les réseaux sociaux. Et on arrive seulement à écouler et puis ça va. On travaille avec sur les robes, des tuniques mélangées avec des tissus et surtout les robes et les tuniques. Ça, on travaille beaucoup là-dessus, en fait. Les robes dames, il y a des tuniques hommes, les tuniques dames. En fait, on varie beaucoup là-dessus, en fait. Mais la plupart seulement, disons qu'on travaille beaucoup sur les robes et les tuniques, même des t-shirts. Je suis dans le milieu, je vois, les gens aiment beaucoup le cocodona. Là, il faut que ça soit bien fait encore. Vous allez écouler le cocodona si le cocodona est bien fait. Le cocodona, s'il est bien fait, pour l'écouler facilement. Je suis dans le milieu, je vois, c'est toujours ce que je dis, s'il est bien fait seulement, il est écoulé. On arrive tellement à écouler. Puisque avec les mélanges qu'on fait, avec la créativité qu'on pose là-dessus, on arrive à écouler. Les prix sont chers, les gens disent que les prix sont chers. Mais ça dépend toujours encore de comment c'est fait. Nous, on peut confectionner des cocodona en prix bas et on peut confectionner des cocodona en prix cher. Si vous voyez. Le projet d'abord, c'est d'élargir d'abord le réseau du cocodona, notre ligne d'abord de commerce encore. Donc à ce niveau, il y a plusieurs prix qui varient là-dessus. On a des prix un peu bas et on a des prix aussi qui est un peu élevé. Ça demande des commandes et puis de la demande des clients, en fait. Je dis que d'abord, on est sur le bon chemin d'abord. Mais l'objectif atteint, ça c'est un peu trop dit aussi. Mais on est sur le bon chemin. D'abord, c'est d'aimer la chose encore de plus encore et de nous faire confiance, nous les créateurs d'ici d'abord. Puisque si je dis ça encore, vous voyez, actuellement, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et on est beaucoup actuellement félicités au-delà des frontières, plus que chez nous. Mais les gens emportent. Mais actuellement, on est beaucoup félicités au-delà de nos frontières. Des appels, des encouragements. C'est bien, les gens le font ici, mais au-delà de nos frontières, on arrive aussi à trouver des commandes là-bas, que peut-être qu'on ne trouve pas ça ici d'abord.
Donc l'appel, c'est juste pour vous faire comprendre que d'abord, c'est nous d'abord. Il faudrait que nous valorisions la chose d'abord. Il faudrait que nous faisions confiance d'abord à la chose d'abord. Et essayer d'encourager les jeunes créateurs, comme les grands trucs qui sont dans le milieu, de donner de la valeur encore à la chose de plus encore. Puisque si les gens fassent confiance à la chose, qu'ils consomment ça comme il le faut, nous d'abord, nous les créateurs, ça nous donne encore le courage encore de créer de plus encore et d'innover là-dessus encore de plus encore. D'abord, l'appel d'abord, c'est de faire confiance d'abord aux jeunes créateurs qui se battent pour valoriser la chose, surtout consommer la chose. C'est le pain de chez nous, c'est le devoir. Nous, notre devoir, c'est de confectionner et de créer ça bien. Mais le devoir des citoyens aussi, c'est de pouvoir nous encourager en achetant le produit de chez nous, voilà, pour nous encourager aussi. Vu avec les mélanges, vous voyez un peu derrière moi les mélanges qui sont là, les gens arrivent à nous contacter de la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique ou d'autres républiques encore d'autres. Les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça se partage, les gens nous appellent, ils nous félicitent, d'autres nous commandent quelques tenues, on arrive à écouler, bon, on ne se plaint pas. Le projet, c'est nous les jeunes créateurs, je peux dire moi là, je parle de moi, c'est d'élargir la chose. Je veux aujourd'hui que, au lieu que notre frère se parte en Chine, en Lomé, pour envoyer des habits cousus ici pour revendre, je veux que d'abord qu'ils commencent à nous faire confiance, d'abord nous les jeunes créateurs qui sont là. On peut en discuter, au fait. Vu que souvent ils disent que le prix est un peu cher, le prix est un peu élevé, mais on peut en discuter. Il faut qu'on essaie de s'approcher pour en discuter. Il faut qu'eux, ils apprennent d'abord à faire confiance à la chose. Même si c'est venir prendre en gros, le projet c'est ça. Pour qu'ils viennent prendre en gros, reposer et réinstaller dans les boutiques encore, dans les différentes boutiques encore, pour pouvoir essayer de donner la valeur à la chose encore, de plus encore. Il ne faut pas attendre que ceux de l'extérieur commencent à nous lancer des commandes et après maintenant ils vont avoir confiance à la chose et revenir envers nous. Il faut qu'ils commencent d'abord à venir envers nous et nous on est obligé encore de partir envers eux pour les proposer encore. C'est là, ça aussi c'est notre devoir, on le voit. Mais on croit que si on les apprenait à s'échanger, il faut qu'ils apprennent aussi à s'approcher aussi, et nous on va s'approcher d'eux pour qu'on puisse échanger et valoriser la chose. C'est nous on va valoriser la chose, c'est pas quelqu'un qui va valoriser la chose. Le Coco Donda a été labellisé et voilà, c'est le pain de chez nous, c'est reconnu mondialement. Il faudrait qu'on essaie de donner plus de la valeur à la chose encore de plus encore. Voilà l'appel que je tenais à lancer à notre jeune frère commerçants qui sont aussi dans le milieu, qui veulent retravailler. On peut retravailler ensemble, on peut faire avancer la chose. C'est nous qui allons valoriser la chose d'abord avant que ceux de l'extérieur viennent valoriser la chose. À travers l'élément qu'on vous a proposé, vous avez écouté le témoignage de Adama Nikema, alias Adams Couture, qui est donc styliste, qui travaille avec le Coco Donda. Mais vous avez vu également les images donc, de l'ancienne Assemblée nationale, donc l'ancienne composition, je vais dire. Donc je vous rappelle qu'il s'agit donc d'un élément en rediffusion, voilà. Donc, voilà pourquoi vous avez vu les anciennes images donc, de l'ancienne Assemblée nationale. Merci de votre attention. On marque une petite pause et juste après, on retrouve Alphonse Ouédraogo. Bien installé, Alphonse Ouédraogo. Bonjour, Alphonse. Bonjour, Madame Nikema. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On découvre les titres d'abord. Oui, et je commence avec le plus vieux quotidien privé de la place, l'Observateur Palga. Dans sa parution du jour, écrit ce matin, le président du CSC à l'Obs visite sur un ton rassurant. Ministère de l'économie et des finances, sanctions financières ciblées contre une centaine de personnes. À Bobo Doulasso, on nous annonce donc la mort d'un élève, victime donc de la surcharge de la Sotraco, c'est-à-dire à la page 20 du journal. Éviction PM malien, par ici la sortie, excellence, c'est-à-dire dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Réduction du train de vie de l'État, des véhicules électriques pour les membres du gouvernement, écrit le journal. Le quotidien d'État citoyen, dans sa parution du jour, écrit Conseil des ministres, les sociétés de fabrique d'aliments pour bétail et de produits laitiers nationalisés. Hôtel maternel de Ouagadougou,
Le gîte des petits parias en difficulté, c'est un autre titre du journal. Réduction du train de vie de l'État, des véhicules électriques pour les membres du gouvernement. Au Mali, Choguel Maïga et son gouvernement, démis de leurs fonctions, nous annoncent donc citoyens. Un autre journal, c'est le quotidien, le journal Le Quotidien. Le quotidien de ce matin nous parle de la souveraineté alimentaire et nous annonce ici des sociétés de fabrique d'aliments pour bétail et de produits laitiers nationalisés. C'est à lire à la page 3 et le compte rendu du Conseil des ministres est à lire à la page 8 du journal. Mali, le Premier ministre Choguel Maïga démis de ses fonctions. Visite du président du CSE à Le Quotidien. Louis Modeste Ouedraogo s'imprègne des réalités du canard, écrit le journal. Réduction du train de vie de l'État, des véhicules électriques pour les membres du gouvernement. C'est un autre titre du journal. Le journal Aujourd'hui au Faso, lui, nous parle ce matin également de la souveraineté alimentaire et écrit: le gouvernement nationalise les sociétés de fabrique d'aliments pour bétail et de produits laitiers. Toujours dans ce canard, on peut lire transfèrement de Rokia Traoré en Belgique. La Cour de cassation confirme l'arrêt de celle de l'Union européenne. Sport, les qualifiés à la CAN Maroc 2025. C'est à découvrir donc à la page 11 du journal. Défenestration du PM malien Choguel Kokala Maïga, la chute d'un isoloniste, écrit le journal. Cyberattaque à la Sofitex, les techniciens à pied d'œuvre pour la normalisation. À Bourg du Lasso, un bus de la Soutraco ôte fortuitement la vie à un élève, écrit le journal. Le quotidien Bobolais, à sa une ce matin, on peut lire Conseil régional du patronat des Hauts-Bassins, Abouakar Barrow élu président pour un mandat de 5 ans. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit Crise politique au Mali, c'est ainsi que les révolutions se comportent. Mort d'un élève dans un accident de bus à Bobo du Lasso, étudiants et scolaires manifestent leur colère. Problème foncier à Bobo du Lasso, le PDS Laurent Contorum fait le tour des non-lotis, nous informe le journal. Toujours dans ce quotidien, on peut lire au bassin une forte participation des journalistes souhaitée au concours prix Galliam. Terminons avec le journal Le Pays. Le Pays, dans sa parution du jour, parle de la réduction du train de vie de l'État et écrit des véhicules électriques pour les membres du gouvernement. Lutte contre le terrorisme au Burkina, les biens et ressources de 115 personnes physiques et morales gelées. Souveraineté alimentaire, les sociétés de fabrique d'aliments pour bétail et de produits laitiers nationalisés. Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga démis de ses fonctions. Conseil des ministres, 200 personnes naturalisées burkinabais. Les vertus de l'huile de chouché sont à lire donc à la page 4 du journal. Révélation Sofitex, une enquête ouverte après l'attaque contre le système informatique, écrit le journal Le Pays. Merci bien pour les titres de ces journaux. On revient sur quelques sujets d'actualité. Ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est notamment donc le cas Choguel Maïga au Mali, démis de ses fonctions. Tout à fait. L'actualité phare, je dirais, c'est bien cela. Il faut dire que ce n'est pas une surprise, hein, après donc sa sortie samedi dernier. Une sortie au cours de laquelle il a fustigé la démarche donc de la transition à laquelle il était un acteur, il appartient. Oui. Je pense qu'après ses vives critiques contre la gestion de la transition, il était, en tout cas plus d'un attendait à ce qui s'est passé hier, à ce qu'une note, ou du moins à défaut de démissionner de lui-même, comme beaucoup l'attendaient, mais le gouvernement a pris ses responsabilités à travers donc, le président Assimi Goïta, qui a donc démis Choguel Maïga de ses fonctions, tous les membres de son gouvernement. Donc, depuis hier soir,
c'est l'information qui circule un peu partout. Il faut dire que Choguel Maïga, en tout cas, avec ce qui s'est passé, c'est pas étonnant pour ses partisans, avec un discours avec un ton ferme, où il manifestait, en tout cas publiquement, son mécontentement par rapport à la place qu'il occupe au niveau donc de cette transition et par rapport aux décisions qui sont prises, des décisions souvent donc rendues publiques, des décisions qu'il apprend comme tous les Maliens. Je pense qu'il ne se sentait pas bien à l'aise et il n'y avait pas mieux que ce que le gouvernement a pris donc comme décision, que ce que le président Assimi Goïta a pris comme décision. Des gens avaient commencé à manifester après son meeting, demandant donc son départ, qu'il démissionne de lui-même. Il ne l'a pas fait, il a attendu d'être remercié par le président Assimi Goïta. Et en tout cas, c'était un autre film, ou du moins c'est une autre séquence de ce qui se passe au niveau de la transition au Mali, parce que Choguel Maïga est aussi un acteur majeur au niveau donc de la transition au Mali. Quand on sait que dans leur charte, dans leur constitution, il est bien indiqué que la transition au Mali, c'est une transition civilo-militaire, ce qui veut dire qu'il doit avoir des civils et des militaires. Mais ça ne veut pas dire que son départ efface donc ce principe-là, parce qu'il y aura certainement des civils, mais on n'a pas expressément dit que si le président c'est un militaire, le Premier ministre forcément doit être un militaire. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un gouvernement qui doit se constituer, et dans ce gouvernement, on doit trouver des militaires et des civils. Et je pense que Assimi Goïta ne va pas déroger donc à ce principe-là. En tout cas, nous attendons dans les heures, dans les jours à venir, l'évolution de la situation. Est-ce qu'il va repêcher quelqu'un étant déjà membre du gouvernement de Choguel Maïga pour le propulser donc comme Premier ministre? D'aucuns pensent déjà, en tout cas au ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga, on ne le sait pas. Ou du moins, il va trouver quelqu'un d'autre, un civil qui était déjà membre du gouvernement, on ne le sait pas. En tout cas, l'oiseau rare est attendu dans les heures et dans les jours qui suivent du côté donc de Dioliba. Mais est-ce qu'il faut craindre que ça empiète la suite, ou ça joue sur la suite de la transition malienne? Pourquoi pas? Ça pourrait jouer, parce que j'ai bien dit que c'est un acteur aussi majeur, en tout cas pour les événements récents au Mali. Quand on sait qu'avec l'imam Diko, ils ont battu le pavé pour obtenir la démission du président, l'ancien président Ibeka, le regretté, ce qui a mené donc l'armée à prendre ses responsabilités. Donc, Choguel Maïga associé à la gestion de cette transition n'est pas anodin, il le mérite amplement à travers donc les marches meetings qu'il y a eu, jusqu'à ce qu'il soit vraiment nommé Premier ministre. Alors si ce dernier aujourd'hui se retourne contre, je dirais entre guillemets, contre la transition, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème parce que des gens avaient déjà commencé à critiquer la démarche. Donc, Choguel Maïga remercié va en tout cas gonfler les rangs de ceux qui sont opposés donc à cette transition. Et mieux, son départ pourrait contribuer à la pourriture du climat politique, social qu'il y a déjà au Mali. L'un dans l'autre, c'est au président Assimi Goïta de savoir jouer le jeu, de dépassionner vraiment le débat. Je ne crois pas qu'il ne va pas être un va-t-en-guerre, il faut savoir faire avec la manière. Heureusement, c'est quelqu'un un président qui ne parle pas beaucoup. Oui. Je pense que cet élément a toujours été un souhait pour le président Assimi Goïta. Donc, il saurait jouer avec le reste. Est-ce qu'il pourrait encore racoler les morceaux? C'est vrai, Choguel Maïga est parti, mais est-ce que c'est le seul élément de son mouvement? Est-ce qu'on ne peut pas trouver aussi des gens du M5 RFP, en tout cas pour associer donc à la gestion de la transition au Mali?
toujours est-il que il y a des milliers de Maliens, Oui. il n'est pas le seul, mais le seul mot revient donc au président Assimi Goïta. Donc, on attendra de voir. Merci. Retour au Burkina Faso, des sanctions financières ciblées contre une centaine de personnes. C'est quoi cette affaire? Alors, cette affaire est en lien avec donc des gens qui avaient des activités en lien avec le terrorisme, soit c'est le financement du terrorisme, ou bien ils avaient vraiment des visées à perturber la tranquillité au niveau donc du pays. Je pense que le ministre de l'économie Abouakar Nakanabo, à travers donc une note, a expliqué qu'effectivement ils sont donc au nombre de 115, donc une centaine de personnes ciblées donc par ces sanctions. On dit que c'est des sanctions ciblées. Et ces sanctions, essentiellement, ce sont donc des comptes de ces personnes, des biens gelés. Voilà, ces personnes, durant donc pendant 6 mois, ne pourront pas effectuer des opérations de retrait ou de dépôt, en tout cas au niveau de leur compte. Et leurs biens, meubles ou immeubles, sont également concernés par cette sanction. Ils ne pourront pas mettre en vente sur le marché. Ils ne peuvent plus faire quelque chose. Et pire, des gens ne peuvent pas aussi leur envoyer de l'argent. Que ces personnes soient au pays ou à l'international, elles ne peuvent pas recevoir des transactions. Il y a aussi le fait qu'elles ne peuvent pas quitter le pays si ces personnes sont déjà, en tout cas au Burkina Faso, interdiction de voyager. Donc, durant 6 mois, cette sanction est en exécution et c'est une sanction renouvelable. Okay. Voilà, 6 mois. Après les 6 mois, on peut renouveler. Pourquoi le gouvernement a donc pris cette décision? Ça pouvait être au-delà. Par exemple, on pouvait arriver à l'étape où il faut saisir ses biens, vendre ses biens pour mettre dans le compte du trésor, mais on n'est pas encore là. Parce que pour qu'on arrive à là, il faut qu'il y ait un procès qui se tienne et que ces personnes citées soient donc reconnues coupables. Et à ce moment, la sanction peut être plus lourde comme celle-là aujourd'hui. En attendant, on a gelé leur compte et on attend à ce que leur dossier soit connu donc devant un tribunal et la décision qui s'y est sera donc prise. Mais ce qu'il faut noter, c'est que de ces centaines de personnes ciblées par ces sanctions-là, on peut citer entre autres l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il y a des anciens ministres comme Djibril Bassolé, Alpha Bari, des journalistes Newton Ahmed Bari, Abdoulaye Bari, l'ancien député maire de Douri, Ahmed Aziz Diallo, l'ancien COTN, Yves Bamouni. C'est des gens bien connus, des têtes bien connues du public burkinabé. Il y a également des ex-chefs de forces spéciales, Ahmed Kinda, l'ancien numéro 2 de l'ANS, Sekou Ouedraogo, et bien d'autres comme l'ancien chef de l'unité spéciale de la gendarmerie, François Zungrana, et l'ancien DG de la Sonabi, Joanny Compaoré. Pour citer que ces personnes-là, tout comme naturellement Gassanou Roméo Ouba, toutes ces personnes-là sont concernées par ces sanctions-là. Et ce sont des mesures conservatoires parce que certainement le gouvernement, ne prenant pas ces mesures-là, même après le procès, c'est pas évident qu'on puisse mettre la main sur leurs biens s'ils sont reconnus coupables. Donc, c'est des mesures prises pour ne pas que ces biens se volatilisent comme on a l'habitude de le voir. Merci beaucoup. Merci bien, Madame Nikiema, pour ces analyses. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature. Nous recevons aujourd'hui M. Tiraogo Denissam. Il est fils adoptif de Maître Frédéric Titenga Passéré. Il est lui-même passionné des questions de culture et promoteur de musées également du côté de Cambouessin. Donc bonjour à vous, M. Sam. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Et je sais que vous êtes aussi
notamment porte-parole également des Teng Sobandamba. C'est ça. Donc, de Makoudou. De Makoudou. Voilà. Et des chefs de terre. Merci beaucoup. Donc, merci d'être là pour nous parler de Maître Frédéric Titenga Passéré, qui a malheureusement rejoint donc, ses ancêtres il y a quelque temps. Alors, Monsieur Sam, comment vous avez connu Maître Passéré? D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc, mais avant tout propos, je voudrais saluer... On va vous inviter à parler un peu plus voilà, fort. Sa Majesté le Mongo Naba Bongo, et par derrière lui tous les dimanches installés au Burkina Faso et les rois également. Et saluer les chefs de terre de Makoudou, par derrière tous les chefs de terre, alors, qui m'ont donné l'autorisation, alors avec ses conseils, ses bénédictions, alors, pour venir ici. Alors, et saluer aussi la mémoire d'un grand homme avec grand H. Il s'agit de Maître Passé Titenga, alors chef de Managa, qui malheureusement nous a quittés, qui repose désormais dans sa terre natale à Managa, depuis le jeudi passé. Alors, et saluer effectivement Jira Aboka Sinaba et l'ensemble du personnel qui sont ici pour toutes les grâces que vous nous faites. Les chefs de terre sont reconnaissants pour tout accompagnement que vous nous faites chaque fois. Alors, et pour revenir à votre question proprement dit, c'est vous dire que j'ai connu d'abord Maître à travers la radio, à travers la télévision. Alors, mais la connaissance physique, c'est à travers la Gizira Abuka Sinava que je vais profiter encore une fois de plus de le remercier alors, pour toutes les grâces qu'il a fait pour cela. Alors, parce que c'est quand je l'ai connu à travers la radio et puis la télé, et je le suivais, parce que c'était quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait la culture, la tradition. Alors, donc, j'ai décidé de faire un musée pour lui rendre hommage à son vivant. Et j'ai approché Zida Aboka Sinaba pour qu'en tout cas, il soit mon parrain, pour l'approcher, pour le parler. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Alors, donc, il m'a accompagné, puis on a proposé cela. Alors, et il a dit qu'il va envoyer son fils pour venir voir alors, ce qui se passe, ce qui est fait, parce que lui, son nom, il n'aime pas que son nom soit porté sur des trucs qui ne le respectent pas, qui ne l'honorent pas. Et c'est ainsi qu'effectivement son fils Michel est venu. Alors il a constaté, il a observé, il a vu, lui-même il a approuvé. Et il est parti rendre fidèlement à son papa, alors qui a enfin, par la suite maintenant, accepté. Alors, et me donner quitus en tout cas de porter son nom. Alors, que me donner quitus qu'il en tout cas il va parrainer. Effectivement, le 27 avril 2019, il est venu en sa personne avec le poids de l'âge et puis de la responsabilité, tout ça, alors, pour venir en tout cas en sa personne et puis pour couper le ruban du musée des Yoncé que j'ai fait pour lui rendre hommage. Votre musée qui est à Kambouassé. Qui est à Kambouassé. Comme je le disais tout à l'heure. C'est ça. Qu'est-ce que vous aviez en commun, Passéré, vous? Alors, c'est pour vous dire ce qui nous lie en commun, c'est l'amour de la patrie. Alors, c'est la valorisation, la perpétuation des traditions, des coutumes et de la culture. Voilà, c'est ce qui nous lie. Et parlant des coutumes et traditions, pour vous, qu'est-ce qui faisait que Maître était différent en fait, des autres? D'accord, merci. Ce qui faisait que Maître était différent des autres, c'est que Maître a eu la chance de cohabiter, d'approcher, de connaître tous les grands rois de ce pays, toutes les grands dignitaires des rois, je parle des rois, des chefs de terre de ce pays depuis les années 1960, depuis l'indépendance. Et il avait la passion, l'amour de la tradition, de la culture. Donc il les a cohabités, il les a approchés. Alors ils l'ont rendu fidèlement des vérités, des réalités. Alors, un enseignement sincère qu'il a reçu. Alors, et effectivement, par la grâce du savoir, de l'école, Maître a pris le temps d'écrire. Alors, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, il s'est décarcassé pour approcher les individus, les personnes, les hommes de tradition, de culture, de coutume, pour comprendre beaucoup de choses. Alors, et effectivement, écrire. Donc, c'est ça qui fait la différence
avec Maître Passereti Tenga. Donc pour vous, parce qu'il a eu la chance de côtoyer donc, les dignitaires des traditions et coutumes, il a eu la connaissance là-bas. Et je pense que l'autre volet aussi, c'est qu'il a fait quand même de longues études. Ça a aidé aussi, parce qu'il a écrit, comme vous l'avez dit. Donc pour écrire et tracer les choses aussi, c'est parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, il était avocat et il a eu la chance de faire de longues études pour ses écrits. Alors justement, quand on veut parler de l'héritage de Maître Frédéric Titenga Passeré, donc Naba Panantougri, et on peut citer son musée, donc parce qu'il a un musée à Manéga, ses livres et ses empreintes aussi dans la chefferie. Alors, si on doit prendre point par point, qu'est-ce que vous retenez? Donc, on commence par le musée. D'accord, merci. Pour commencer par le musée, c'est profiter de votre micro pour saluer alors, la hauteur d'esprit de ce grand homme, de ce grand bombard de la culture et de la tradition, alors, qui a marqué de façon indélébile son passage, son existence sur cette terre. Alors, et a voulu, alors, avec passion, amour, alors, asseoir ce musée pour la postérité, pour les générations futures, pour ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-fils. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, à travers ce musée, Maître a magnifié la coutume, les traditions. Dans ce musée, alors non seulement il y a beaucoup qui sont venus de lui, de ses initiatives, il y a également certaines fétiches qui étaient en train d'être abandonnées par certains villages, par certains autres, que Maître a reconnu la valeur et l'importance qu'il a récupéré, et ça y est, en tout cas à Managa, alors pour conserver, pour valoriser, pour perpétuer toujours, en tout cas, la tradition. Ça veut dire que c'est un musée qui a beaucoup de ressources. C'est un musée qui a beaucoup de ressources, qui incarne beaucoup de valeurs traditionnelles, coutumières. Vraiment, il faut saluer en tout cas ce grand homme. Maintenant, ce livre, il a écrit, et je sais qu'il a écrit par exemple sur Dîme de l'Ossom. Quand nous on faisait des travaux de recherche pour l'émission, on a dû l'approcher pour avoir notamment des écrits également. Donc beaucoup d'écrits aussi qu'il a laissés. Effectivement, Maître a écrit au maximum 20 livres comme ça. Et récemment, il était sur le point. Alors, je me rappelle, notre dernier message ensemble, c'est quand il m'a dit qu'il a fini de faire tous les manuscrits des livres qu'il veut faire sortir concernant alors, la journée du 15 mai consacrée aux traditions et aux coutumes. Donc il a fait tous les manuscrits qu'il voulait publier. C'est ça qui le tenait à cœur en dernière position. Et malheureusement, comme le destin de toutes choses le commande, alors il a rendu là. Les manuscrits sont toujours là. Bon, mais comme il y a la famille qui est là, il y a les frères qui sont là, bon, après, ensemble, ils vont revoir ça. Alors, pour, en tout cas, alors, avec l'accompagnement du ministère et des autorités, pour qu'effectivement ce livre-là et cet homme 1 et 2 puissent être acheminés. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les écrits de Maître, il a contribué à écrire l'histoire du pays, des hommes intègres et l'histoire aussi de nos traditions et valeurs? Alors, quand vous faites le parcours de tous ces livres, il a fait de façon sincère retracer l'histoire de la tradition, des coutumes et de nos valeurs traditionnelles. Donc, il a voulu partager de façon sincère. Et à travers ces livres, quand tu lis, tu n'as pas besoin de partir demander pour savoir. Voilà. Il les a écrits de façon claire, de façon explicite, bien expliquée, bien traduit. Alors, donc, n'importe quelle personne qui lit, alors, se ressent alors que vraiment c'est un grand homme qui a fait un grand travail. Parlons maintenant de la chefferie, parce qu'il était chef traditionnel également. Alors, là-bas, pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, c'est vous dire que vraiment cet homme, c'était vraiment un grand homme de la culture, de la tradition. Alors, ce chef de Managa, qui a tout fait pour Managa, en termes d'infrastructures, d'écoles, de santé, de l'eau, de musées. Et effectivement, les gens de Managa ont senti que vraiment ils ont eu un chef. Alors, et de façon générale, en tant que chef coutumier,
il était le conseiller aussi du Mongonaba, alors de beaucoup de chefs traditionnels. Alors, et c'est quelqu'un qui se donnait pour en tout cas cohabiter, approcher, pour partager vraiment son expérience, alors pour donner ses conseils alors, à tous ces hommes, ces dignitaires de la tradition et des valeurs coutumières. Donc, alors, sur l'angle de la chefferie, alors, il a donné le meilleur de lui-même pour donner un bon exemple. Alors, c'est que, en tout cas, tout roi, en tout cas, doit, en tout cas, se comporter en travail, en tout cas, les conseils, alors la quête, en tout cas, du pardon et de la cohésion sociale. Alors, il a partagé toutes ces valeurs que doit avoir un chef. Donc, vraiment, en tout cas, on lui tire notre chapeau sur cet angle. Alors, maintenant, on convient en vous écoutant qu'il y a assez d'héritage concernant Maître Frédéric Titenga Passeri, assez d'héritage qu'il a laissé au Burkinabé aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que tout cela sera préservé? Alors, c'est la question aussi que nous, on se pose, mais c'est le vœu aussi que nous, on souhaiterait. Alors que, parce qu'il a fait, c'est pas pour lui seulement, c'était pour lui, il n'a pas besoin d'écrire, de réaliser certains trucs, parce que c'est des moyens colossaux qu'il a mis dans tout ça. Et je pense que dans l'intérêt de tout le monde, alors ils doivent, non seulement la famille, et non seulement le ministère en charge des questions de culture, de tradition, alors doit pouvoir veiller pour que effectivement les différents livres que Maître a eu la chance en tout cas d'élaborer, alors que ça soit édité, réédité en plus, pour que vraiment en tout cas les générations futures là, puissent s'imprégner et puis s'approprier. Alors, et c'est ça qui est très important. Et sa famille aussi, alors est à pied d'œuvre, Dieu merci. Alors, de son vivant, il a initié son fils Michel qui était au niveau du musée. Alors, donc, vraiment, en tout cas, il a laissé des gens. Il y a son grand frère aussi, son frère aussi, l'ancien ministre Jérémie, alors, qui est là. Alors, ensemble, en tout cas, ils ont, alors, comme je les approche, alors, ils ont pris que vraiment, ils vont travailler à conserver, à la valoriser toujours, en tout cas, alors, l'héritage que Maître a laissé. Alors, je voudrais bien qu'on marque un arrêt sur le musée, parce que vous êtes même promoteur de musée. Quand même, conserver un musée et surtout le faire vivre, ce n'est pas facile. On a vu des cas où, après la disparition du concerné, les musées sombrent. Même souvent des sites touristiques très connus, répertoriés même du Burkina, au même titre que le site de Manéga, justement, sont amenés souvent à sombrer, souvent à disparaître, souvent même à ne plus bien fonctionner. Alors, est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes quand à un moment donné, avec la disparition de Maître Passeri, le musée ne tienne pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour que ce musée-là puisse être préservé? Merci. En tout cas, on a des soucis par rapport à ça, mais on a espoir qu'avec la nouvelle vision des nouvelles autorités, alors, je profite pour les remercier qui ont eu l'audace et le courage de choisir une date pour les traditions et les coutumes. Oui. Je pense que sur cet angle, ces aspects-là, elles vont être pris en compte. Et comme Maître a été un grand homme avec grand H, comme je l'ai dit, de la tradition et de la culture, alors il serait une référence. Donc, comme il serait une référence, alors pour exploiter, je pense que le ministère, alors la famille va travailler alors d'arracher à conserver, à préserver et à entretenir en tout cas le musée et tout ce que vraiment Maître a laissé comme héritage. D'accord. Alors, on parle, mais vous avez évoqué le 15 mai, donc journée des traditions et coutumes instituée par l'État burkinabé, il faut le rappeler. Alors, racontez-nous comment vous avez eu à organiser ou vous organisez en fait le 15 mai passé là avec Maître Passeri. Je dois vraiment saluer la mémoire de ce grand homme. Alors, effectivement, le 15 mai, il s'est tout donné. C'est comme si, effectivement, il sentait que vraiment c'était une dernière fois de perpétuer, alors, de se donner alors, pour l'ensemble de toute cette passion, cet amour de la culture et de la tradition. Ensemble, on a travaillé nuit et jour dans les réflexions, dans la vision de ce que vraiment, en tout cas, ça doit être, alors pour, en tout cas, traduire
notre sincère remerciement alors, au président et à l'ensemble des autorités qui ont eu le courage de choisir cette date-là au bénéfice de toutes les coutumiers et des traditionnalistes. Donc, alors, chaque fois, il m'a toujours appelé de partager avec lui de ce que nous devons faire. Donc, commencer par les démarches, avec l'âge. Bon, il ne pouvait pas le faire. Ce qu'il pouvait approcher en téléphone, il a fait. Mais les approches physiques, alors, il m'a chargé ça pour rencontrer alors, des notables, pour rencontrer alors, des chefs de terre, pour rencontrer alors, les praticiens, pour rencontrer les dozos, pour rencontrer les femmes qui préparent le dolo. Alors, avec certaines personnes qui ont la passion aussi de la tradition et des coutumes. Donc, alors, il ne dormait pas. Il s'est tout donné pour que ce soit une réussite, surtout que c'était une première fois. Donc, jusqu'à faire venir l'eau des différents côtés du Burkina Faso. Les puits, les mares que nos ancêtres ont commencé à boire. Les premiers puits que les Ninsi ont fait pour nous, que Oubri a commencé à boire. Tous ces eaux-là, il a recueilli ça alors, pour venir. Et les différents types d'ethniques de Dolo, que ce soit Monsi, Dakari, Gourossi, quoi, tout ça, il a mobilisé ça alors, par le biais des dodotières, alors dirigés par Madame Bouddha. Alors, donc, tout ça, il a fait venir pour que ensemble, alors, ils versent ça pour donner ça par le biais du chef de terre de Mankougoudou, alors pour donner à la terre, pour transmettre aux ancêtres de se réveiller, de se lever pour, en tout cas, exaucer les vœux, en tout cas que le pays alors, traverse et tout le monde soit en train de prier, de demander pour retrouver la paix, alors, la stabilité et surtout la reconquête du pays. Donc mettre à travailler à ce que tout soit mobilisé pour marquer une pierre alors, la réussite sincère de cette zone. Ah oui. Mais on parle de préserver l'héritage de Maître Passéré, mais dites-nous, comment vous personnellement vous allez perpétuer et donc conserver cet héritage de Maître Passéré? Merci. Alors, donc, c'est par la passion de la culture, de la tradition que vraiment, en tout cas, il m'a approuvé, il m'a adopté. Donc, personnellement, je vais toujours, alors comme j'ai eu la chance de son vivant de faire un musée, alors d'énoncer à son nom qui se trouve à Cambouensin, alors je vais toujours, en tout cas, travailler aussi ce musée aussi, alors partager, alors ce que aussi j'ai appris de mettre aussi aux uns et aux autres, alors et surtout aussi, alors comme il a aimé qu'on valorise et qu'on sauvegarde tout le patrimoine de la tradition des cultures, nous allons en tout cas interpeller les uns et les autres qui sont dans ça, à effectivement travailler à sauvegarder alors, et à protéger, à promouvoir en tout cas la tradition et la culture, pour le faire plaisir. C'est bien vrai, on ne le voit pas, mais lui, il nous voit. Alors, donc tout ce que nous allons poser comme acte qui va porter à la conservation, à la préservation, à la valorisation de la tradition, sûrement il va nous accompagner alors depuis son dernier demeure. On espère bien. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps. Quel est votre dernier message, votre mot de fin, je vais dire? D'accord. C'est vous remercier la Gisina pour toutes les grâces qu'il a fait pour que vraiment je puisse connaître ce grand homme alors, qui vient de nous quitter alors, au moment où on n'avait plus besoin de lui. Alors, et remercier l'ensemble de toutes les chefs coutumiers et traditionnels alors, pour que effectivement alors, ils puissent toujours alors, travailler de façon sincère à promouvoir, à préserver, à conserver alors, les valeurs et de coutumes et des traditions alors, au bénéfice en tout cas des enfants alors, et des petits-enfants et des arrière-enfants, des petits-fils, alors, pour que effectivement notre pays puisse en tout cas prospérer dans la sincérité et la dignité. Alors, et de passage aussi, je salue, Maître est parti au même moment que Monseigneur Jean-Marie Comporé, qui est un Yonyara, donc avec son Maître est cousin de Yonyose. Alors, donc, c'est deux grands hommes qui sont partis au même moment, qui ont pris chemin pour rencontrer les gens et puis Dieu. Alors nous voulons, nous demandons que Dieu, qu'il puisse partager de façon sincère et digne tout ce qu'ils ont vécu et puis ils partent laisser le pays dans des difficultés, que le vœu sincère soit transmis à Dieu
qui va retourner pour nous accompagner, alors, et nous apporter la paix sincère et la reconquête du pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Tiraogo Denissam. Il est fils adoptif de Maître Frédéric Titenga Passéré et nous sommes revenus sur l'héritage que Maître a laissé donc, au Burkinabé. Ce qu'on peut faire aussi pour conserver, préserver cet héritage. On va s'arrêter ici pour l'entretien. Nous sommes de retour sur ce plateau comme chaque jeudi, en tout cas chaque 2 semaines, les jeudis, on reçoit la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, pour parler d'un sujet donné. Et aujourd'hui, avec M. Tahirou Kwanda de la collaboration policière, donc de la BCLCC, nous parlons de l'arnaque liée à QNet. Bonjour M. Kwanda. Bonjour Madame Nikiema. Bienvenue. Merci. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? Alors, ok, merci bien. Pour ce qui est de QNet, c'est une structure spécialisée dans la vente des produits, notamment des produits pharmaceutiques, des produits choses écolières également, mais ils sont également dans le marketing réseau. Okay. Alors, donc beaucoup de millions d'entrepreneurs se sont vus avoir des commissions dans la pratique de cette structure-là. Ok, donc il y a également des entrepreneurs qui ont développé encore des initiatives pour se regrouper en grande équipe pour pouvoir vraiment évoluer dans ce sens. Donc c'est dans cette optique-là que également les cybercriminels aussi se sont invités à la danse pour vraiment accompagner les honnêtes citoyens. D'accord, donc en principe c'est une structure qui est dans la vente de produits divers, mais ça se passe en réseau. Ça se passe en réseau, okay. C'est sur les plateformes commerciales que ça se passe. Maintenant, comme on parle d'arnaque liée à QNet, okay. Comment ça se passe pour qu'on dise aujourd'hui arnaque? Ok, alors pour ce qui est de l'arnaque liée à QNet, il y a plusieurs façons de développer ce mode opératoire-là. Parce que lorsqu'il y a des offres d'emploi, vous allez voir qu'il y a un lien qu'ils vont laisser tout simplement pour permettre aux gens d'avoir de plus amples informations concernant vraiment l'offre d'emploi. Et quand vous cliquez sur le lien, ça va vous amener à un site d'un pays voisin qui vous dit tout simplement que c'est une industrie minière qui est en phase de recrutement. Ok, que donc si vous êtes intéressé, vous envoyez le dossier, ils vont analyser et puis voir la mesure du possible. Si vous êtes retenu, ils vont faire un retour. Alors, quelque temps après, ils vous disent que vous êtes retenu, de vous préparer pour venir au niveau de ce pays voisin-là. Alors, vous mobilisez la famille, ils vont mobiliser des sous pour vous faire partie, parce que tout le monde est unanime que vraiment dans un site minier, c'est un peu bien payant. Donc on vous accompagne pour que vous arriviez là-bas. C'est une fois arrivé maintenant, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans ce cas, parce qu'ils sont séquestrés dans un grand bâtiment. Et le motif maintenant change automatiquement. Okay. En ce moment, ils vont vous faire savoir que ils sont là, c'est pas pour une histoire de site minier, d'un travail quelconque. Voilà. Il faut dire à vos parents de faire venir l'argent, sinon nous n'allons pas vous libérer. Et on retire tous vos portables. Lorsqu'on vous remet votre portable pour communiquer, c'est juste pour que vous puissiez dire à la famille, il faut envoyer de l'argent afin que je puisse vraiment donner pour pouvoir avoir du travail. Non, c'est pas pour avoir du travail, pour qu'on puisse le placer à quelque part. On n'accepte pas dire que, on n'accepte pas que ceux qui sont séquestrés arrivent à dire qu'ils sont séquestrés. Qu'ils ne vont pas avoir de travail, on ne les dit pas. Voilà. Donc, il y a une deuxième possibilité, ça c'est lorsque vous voulez aller en Europe. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment faire l'aventure. Okay. Alors, ceux qui sont déjà sur place, au niveau du pays voisin, séquestrés, il va vous appeler. Vous, qui êtes soit un membre de la famille, soit un parent direct, que vous connaissez très bien. Et peut-être même vous avez eu vent de son projet d'aller en Europe. Est-ce que vous voyez?
Et pourtant, le fait de se déplacer, il n'est pas allé en Europe, il allait se bloquer dans le pays voisin, il est séquestré comme les autres. Il va vous appeler dire que lui, il est arrivé en Europe. Mais il est passé par le pays voisin et il a pu obtenir ses papiers très rapidement, peut-être à 2,7 millions, à 3 millions, à un coût vraiment très moindre. Et c'est à ce coup, les gens de ce pays voisin ont pu lui délivrer tous les documents et il est parti. Ok. Donc actuellement, lui, il est de l'autre côté, en train de se débrouiller. Donc s'il est intéressé, il peut le mettre en contact avec ces personnes-là. Ils vont lui faciliter aussi les démarches pour qu'il puisse avoir rapidement ces documents. Donc, Aya, comme c'est son ami Oui, et qu'il a parce que là, confiance, c'est une connaissance qui vous contacte. Il va également se préparer, peut-être informer la famille, ils vont mobiliser des fonds et puis voilà, le faire partir. Arriver également, c'est là-bas même il va voir que son ami n'est pas arrivé en n'est Europe. pas arrivé en Europe, il est séquestré là-bas. On a retiré tous ses biens, on a pris tous ses portables. Et lorsqu'on leur remet le portable, c'est juste pour dire à la famille d'envoyer de l'argent parce que ces documents ne sont pas encore finis, d'envoyer de l'argent pour qu'ils puissent voir dans la mesure du possible comment on va le faire partir. C'est juste pour utiliser toutes ces stratégies-là pour les soutirer de l'argent. Voilà. Et quand nous avons fait le ratio dans le mois d'octobre, ce pays voisin-là, nous avons été contactés par l'ambassade de ce pays voisin qui nous a fait savoir qu'il y avait au moins une vingtaine de personnes De Burkinabés, dont leurs parents étaient venus signaler qu'ils étaient au niveau du pays voisin, là, séquestrés là-bas. Parce que eux, ils n'arrivent pas. Même quand quelqu'un arrive, ça s'est passé comment? C'est parce que tout simplement, il y a un qui a pu s'échapper du lot et qui est revenu jusqu'au pays et il a expliqué l'histoire à sa famille. Et sa famille maintenant a alerté, voilà, l'ambassade de ce pays voisin-là. Et beaucoup de gens ont vu qu'effectivement, ils étaient dans ce cas-là. Et on a demandé à ce que les autorités puissent, voilà, en collaboration, réagir pour pouvoir libérer ces personnes-là. Donc, on avait au moins plus d'une vingtaine de personnes qui étaient là-bas. Ce qu'ils avaient dépensé, ça avoisinait les 40 millions de francs CFA. Wow. Voilà. Ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas de travail. Ces personnes n'ont pas de travail à vous Ils n'ont pas de travail. On vous séquestre dans un bâtiment. C'est ça. Et vous êtes là, C'est ça. à l'intérieur, Oui. juste pour manipuler des téléphones. Enfin, même pas manipuler, parce que là, vous pouvez joindre une autre personne. Mais C'est ça. on vous dirige vers qui vous devrez escroquer. Escroquer. Wow. Continuer à escroquer tout simplement. Et ceux qui sont à la manœuvre, les cerveaux qui sont à la manœuvre pour ceux qui sont séquestrés dans les pays voisins sont basés encore au Burkina. Et ce sont pas des étrangers qui sont derrière, ce sont nos compatriotes même qui sont derrière ça. Mais quand les Burkinabés partent dans le pays voisin où ils sont séquestrés là, c'est qui les séquestre, qui les gère là-bas sur place? Ils ont également, les cerveaux qui sont au Burkina, ils ont également un groupe qu'ils ont mis en place là-bas. Ok. Parce que je me suis dit, le 10 juillet 2024, lorsque le gouvernement a pris un arrêté conjoint pour interdire les activités de Kinet sur tout l'étendue du territoire, ils se sont déportés dans ce pays voisin-là pour pouvoir vraiment prospérer leurs activités sans être inquiétés. Wow. C'est ça. Est-ce que la BCLCC est dans des enquêtes aussi concernant ces arnaques? La BCLCC est dans ces enquêtes parce que la plupart de ceux qui arrivent à s'échapper, ils ne viennent pas au niveau de notre service. Ce sont les parents qui viennent déposer plainte. Voilà, ce sont les parents qui sont vraiment touchés, qui viennent déposer plainte. Et en collaboration avec l'ambassade du Burkina dans ce pays voisin. Avec Que vous ne voulez pas citer. Que je ne veux pas citer. Avec la collaboration de l'Interpol. D'accord. Donc on arrive à mutualiser nos forces pour pouvoir gérer ces cas de problèmes-là. Dans votre intervention, vous avez parlé d'une vingtaine de Burkinabés qui étaient séquestrés. C'est ça. Récemment. Est-ce que eux, ils ont été libérés? Et ils ont été libérés. Ok. Mais ce n'est pas le seul site qui se trouve dans ce pays voisin. Il y a d'autres sites encore qui sont là-bas que l'Interpol est en train de travailler pour pouvoir dénicher ces sites-là en collaboration avec l'ambassade qui se trouve sur place là-bas.
pour pouvoir également libérer ces personnes-là. C'est ça. Aujourd'hui, si vous décidez de parler de ce sujet, c'est vraiment pour alerter aussi. C'est ça. Parce qu'il y a toujours des jeunes aussi qui vont recevoir ces genres de propositions sur Internet. C'est ça. Comment on fait pour reconnaître qu'il s'agit d'une fausse offre, en fait? Ok. Alors, pour ce qui est des fausses offres, lorsque vous voyez une offre, évidemment, ils vont laisser un lien. Toujours. Ils vont laisser un lien. On ne demande pas rapidement aux gens de cliquer sur ce lien, mais il y a une manière d'avoir la véracité, l'authenticité de ce lien-là. C'est d'aller sur le moteur de recherche Google, vous écrivez Total Virus. C'est une application qui va se présenter à vous. Okay. Vous allez pouvoir déporter le lien là sur cette application-là et lancer l'analyse pour qu'il puisse vous ramener un résultat pour vous montrer si le lien est authentique, si vous pouvez suivre vraiment les recherches, ou bien si le lien est virusé, si le lien est menacé, si le lien n'est pas authentique, ça va vous signaler pour que vous abandonnez la poursuite. Voilà. D'accord. Donc maintenant, concernant toujours l'arnaque liée donc, à CUNET, vous avez expliqué qu'il y a plusieurs modes opératoires donc, que ces cyber-escrocs peuvent utiliser pour avoir donc, les jeunes. Moi, je me demande aussi comment ils entrent en contact avec les jeunes là, jusqu'à vraiment les motiver à partir dans ces pays voisins. Effectivement, ça se passe entre des gens qui se connaissent très bien. Je prends, avant que ça ne se déporte sur le pays voisin, je prends tout simplement, ça se passait ici également et ça se passe toujours. Alors, il y a je peux dire quoi, des gens des pays voisins aussi qui viennent au Burkina. Okay. Et ici, ils sont contactés par les frères, des frères qui sont de la même famille. Et l'autre s'est déporté ici, tout simplement parce qu'il a été contacté par des soi-disant coachs qui les avaient promis des formations en développement personnel, des formations en entrepreneuriat, des formations en marketing digital. Est-ce que vous voyez? Et alors, ces personnes ont eu confiance à ces coachs-là, ils sont venus au Burkina. Et on les a séquestrés, retiré tout leur argent et les dire tout simplement de chaque fois, lorsqu'on les remet leur portable, c'est pour dire à leurs parents de faire venir l'argent parce que la formation n'est pas encore finie. Voilà, il faut qu'ils payent la totalité de la formation. Il faut que, en tout cas, ils arrivent à tout solder afin qu'on puisse les embaucher. Afin qu'ils puissent même finir la formation et être embauchés directement. Donc, c'est dans ce sens-là. Et voilà, et aussi, on leur dit tout simplement de grouiller, faire venir des gens. Si tu arrives à faire venir 2 à 3 personnes, peut-être que ton cas sera allégé. Peut-être qu'on va te libérer. Voilà, mais pas libérer. Peut-être qu'on va alléger ton cas. Parce qu'en ce moment, peut-être que tu vas monter de grade pour aller de simple, peut-être observateur, peut-être à un consultant, pour peut-être recevoir les nouveaux, pour voir dans la mesure du cas comment tu vas aussi les mettre dans le circuit. D'accord. Alors aujourd'hui, quels sont vos conseils, parce qu'on est en train de finir, quels sont vos conseils à l'endroit surtout des jeunes qui sont, en tout cas j'ai l'impression, leur cible en fait? Ok. Pour ce qui est de l'arnaque liée à CUNET, on demande toujours aux gens, il y a des structures officielles, il y a des canaux officiels qui font la publicité des offres d'emploi. Il faut toujours se référer à ces canaux-là. Que ce soit sur le méta, que ce soit la presse écrite, il y a des canaux officiels qui font sur la publicité des offres d'emploi. Également, si vous voyez que vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez toujours venir vers des structures qui sont vraiment spécialisées, qui puissent vraiment vous donner la bonne information. Ça, c'est très important. Également, pour ceux qui veulent aller faire de l'aventure, il y a des structures également spécialisées qui réceptionnent les documents des gens qui traitent, qui font tout pour eux, à des coûts vraiment qu'ils vont vraiment s'entendre et puis et puis les remettre les documents en bonne et due forme. Là, nous savons que s'il y a des fuites, il y a une structure qui est sur place là où nous pouvons les interpeller pour pouvoir investiguer pour les remettre dans ses droits. Parce que c'est très nécessaire.
Donc, commencez à faire attention à des amis aussi qui vous appellent. Les amis, surtout les amis Venez là. intimes, les parents, les amis intimes qui vous appellent directement pour vous faire croire que ils sont déjà de l'autre côté du Burkina, qui sont vraiment en Europe, ou bien ils ont eu du travail dans un site minier. Ne prenez pas ça pour argent comptant parce qu'il y a des vérifications qu'il faut faire impérativement avant d'y aller. C'est quand même risqué de partir dans un pays où vous ne connaissez personne, peut-être par un seul ami, et si vous vous retrouvez séquestré là-bas. Donc, on va faire très attention, parce que après vous allez épuiser les parents financièrement, alors que vous-même, on vous a séquestré là-bas. Il y a des gens qui arrivent à s'échapper, c'est eux qui arrivent vraiment à sauver les autres, parce que quand ils jouent au caïd, des fois même, on veut les tuer, on veut leur ôter la vie. Il arrive des fois que ça se transforme même à la vente des organes humains. Voilà, ceux qui sont séquestrés là-bas, ceux qui les séquestrent ne sont pas des enfants de cœur. Voilà, lorsqu'ils ont de bonnes propositions en Europe, qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par un organe humain, automatiquement, il s'adonne à ces pratiques aussi également. On va faire très attention. C'est très important de souligner ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils-là. Et heureusement, comme M. Kwanda l'a dit, les activités donc, de CUNED sont donc arrêtées au niveau du territoire national burkinabé. Mais faites attention pour qu'on ne puisse pas vous influencer, pour que vous partez à l'extérieur, alors que c'est pour être séquestré dans un bâtiment ou dans une maison, pour ne rien faire que de demander à vos parents de vous envoyer de l'argent ou de convaincre d'autres personnes de venir encore. Merci beaucoup, M. Kwanda, pour ce thème-là. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis. Est-ce qu'on a quelques secondes pour afficher les contacts de la BCLCC, justement? Voilà, c'est d'ailleurs affiché. Le 25 39 58 42. Il y a le mail cybercrime @security.gov.bf et il y a la page Facebook @bclcc.gov.bf. Voilà, merci beaucoup. Merci et on se dit à demain vendredi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Allez, portez-vous bien.